Bonjour à, bonjour à tous, bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle donc, qui se déroulent du 9 au 20 octobre 2023 et qui sont co-organisées, comme vous le voyez à l'écran, par un certain nombre d'acteurs dans l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, et bien évidemment en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc, quelques règles et consignes avant de rentrer dans le vif du sujet. On vous invite en fait à poser vos questions via l'onglet qui est juste à côté de l'onglet chat, mais qui s'appelle questions. Ça nous permettra en fait de pouvoir y répondre en fin de webinaire. Et si vous avez des questions qui vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez voter pour que ces questions-là remontent dans le fil des questions. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle, ce sont des webinaires donc 100% digital et gratuits qui sont accessibles à tous et qui traitent d'un certain nombre de sujets qui concernent les questions d'évolution professionnelle. Donc, vous avez 100 webinaires thématiques qui sont abordés à cette occasion. Et pour parler du sujet qui nous intéresse, je suis accompagnée aujourd'hui de Marie, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Je t'en prie, Marie. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Arnoux, chargée de développement pour le Conseil en évolution professionnelle sur la région PACA. Merci Marie. Et donc moi-même, je suis Carole de Lampugnani, je suis manager régional du Conseil en évolution professionnelle sur la région PACA aussi, bien que ce soit un webinaire aujourd'hui qui soit national. Alors, on va parler de quoi concrètement? Eh bien, on va parler des différents dispositifs de financement, mais aussi des dispositifs d'accès à la formation. Vous allez voir qu'en grande majorité, les dispositifs qu'on va vous présenter financent la formation, mais parmi eux, certains permettent d'y accéder et il faut trouver après des solutions de financement parallèles. On va aussi vous parler du conseil en évolution professionnelle pour que vous compreniez bien quel est le rôle du CEP, notamment dans le cadre de la mobilisation de ces dispositifs, mais pas que. Marie, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, on va parler des dispositifs, donc de panorama des dispositifs de formation. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter différents dispositifs de formation qu'on va balayer. On va en balayer un grand nombre. On les a répartis en 3 catégories. Donc, il va y avoir tous les dispositifs à la main de l'employeur, donc à votre main. Donc, on va parler notamment du plan de développement des compétences et on va vous présenter ce qu'est un OPCO, si vous savez ou si vous ne savez pas. On va vous parler ensuite donc, de tout ce qui est dotation volontaire et tous les droits supplémentaires que vous pouvez octroyer sur le CPF de vos salariés. Et ensuite, on va vous parler du FNE formation. Ensuite, vous avez tous les dispositifs qui vont être d'un commun accord. Donc là, on va notamment parler du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, de la PROA, qui sont aussi en collaboration avec les OPCO. Et on va vous parler du dispositif des transitions collectives, qui, lui, est plutôt en relation avec Transition Pro. Carole, est-ce que tu veux nous expliquer en 2 mots ce qu'est Transition Pro ? Tout à fait. Transition Pro, pour les plus anciens, c'est l'ex-FONGECIF, qui finançait notamment un dispositif bien connu qu'on appelait le CIF, le congé individuel de formation. Et en fait, les transitions professionnelles ont gardé cette mission de financement, notamment sur un dispositif dont on va vous parler, qui est le projet de transition professionnelle, qui remplace donc le CIF. Mais ils ont aussi d'autres missions, et notamment une mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle par les opérateurs CEP. Merci. Enfin, on a donc tous les dispositifs à l'initiative du salarié. Donc là, on va rebalayer le compte personnel de formation et ses abondements, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, la certification CLEA, le bilan de compétences, la VAE, et enfin, on finira par le conseil en évolution professionnelle. Donc, à l'initiative de l'employeur, il y a différents dispositifs. On va d'abord commencer par vous faire une petite définition, une première explication sur un OPCO. Donc, Carole, qu'est-ce qu'un OPCO ? Alors, les OPCO, ce sont ce qu'on appelle des opérateurs de compétences. Pareil, pour les plus anciens, ça s'appelait des OPACIF avant, et ils ont subi une profonde réforme qui a amené à une réduction assez massive de ces opérateurs et à une redéfinition de leur mission. Aujourd'hui, ils ont 3 missions principales. Donc, ils ont une mission de financement. Ils financent l'alternance au niveau des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et PROA dont on va vous parler.
Ils financent aussi, en tout cas, ils peuvent contribuer au plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. On va vous en parler aussi. Ils ont une mission d'accompagnement des TPE et des PME dans le développement en fait de leurs compétences. Donc, ils peuvent améliorer l'information et l'accès en fait des salariés à la formation professionnelle, mais ils accompagnent aussi les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Et puis, ils ont une mission de conseil qui s'appuie notamment sur les branches professionnelles, avec un appui dans la construction de ce qu'on appelle les référentiels de certification professionnelle, donc les diplômes, mais aussi autour de la gestion des emplois et des parcours professionnels et aussi des niveaux de prise en charge des contrats d'alternance. Alors, on va commencer par le plan de développement des compétences. C'est donc un outil qui est en fait vraiment à la main de l'employeur. Aujourd'hui, l'employeur a 2 obligations en matière de formation professionnelle, l'adaptation au poste de travail et le maintien dans l'emploi des salariés. Il peut y avoir également des propositions d'actions qui participent au développement des compétences. Et donc, concernant ces obligations de formation, le plan de développement des compétences, en fait, recense l'ensemble des actions de formation qui sont mises en place par l'employeur pour ses salariés. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez des actions de formation qui sont obligatoires ou nécessaires, notamment très souvent en matière de sécurité, par exemple, mais vous avez aussi des actions de formation non obligatoires. L'action de formation, en fait, a été redéfinie avec la réforme de la formation. Et maintenant, le fait de faire une formation en situation de travail, comme la FEST, par exemple, fait partie de l'action de formation, au même titre que lorsque vous allez vous former dans un organisme de formation. Donc, le plan de développement de compétences peut être aussi mobilisé pour le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience et d'autres actions comme actions de lutte contre l'illettrisme ou encore CLEA, dont on vous parlera. Donc, dans le cadre du plan de développement des compétences, il est possible de financer de la FEST, il est possible de financer des formations qui se déroulent en présentiel ou à distanciel ou en distanciel, en externe par un organisme de formation. Et tout ça peut se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail avec un accord écrit du salarié. Dans le cas où la formation se fait sur le temps de travail, le collaborateur va conserver en fait son statut de salarié et continuer à être rémunéré et bien sûr conserve sa protection sociale habituelle. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a une possibilité de financement du plan par les opérateurs de compétences, par les OPCO. Mais de façon générale, pour toutes les entreprises, l'interlocuteur privilégié quand vous souhaitez mobiliser du PDC, du plan de développement des compétences, c'est bien évidemment votre OPCO. On va passer à la dotation volontaire. Qu'est-ce que c'est, Marie, la dotation volontaire? Alors, dans les dispositifs que vous avez à votre main aussi en tant qu'employeur, vous pouvez réaliser une dotation volontaire sur le compte CPF d'un de vos salariés. Il y a un double intérêt, c'est que déjà vous participez financièrement à un projet de formation qui est initié par l'un de vos salariés. Donc vous accompagnez aussi vos salariés dans leur montée en compétences en fonction des besoins de votre entreprise. Et puis deuxième intérêt, vous incitez vos salariés à se former puisqu'il y a cet aspect de cofinancement qui peut être intéressant pour les 2 parties. Le versement sur le compte CPF, c'est un montant de votre choix et il n'est non soumis au plafond des droits du CPF. On va le voir un petit peu plus tard, le compte CPF est plafonné à 5 000 € et à 8 000 €. Mais si vous souhaitez faire une dotation, si vous avez déjà un salarié qui est déjà à ce plafond de 5 000 € ou qui est proche et que vous voulez faire une dotation au-delà, c'est totalement possible. Donc, il n'est pas soumis au plafond du CPF. Pour réaliser cette dotation, il y a 5 étapes. Vous devez avoir des identifiants sur la plateforme net-entreprise, puisque ce sont les mêmes identifiants pour se connecter à l'espace des employeurs et des financeurs. Donc, vous allez sur ce site, vous vous connectez avec votre identifiant Net Entreprise. Vous allez choisir ensuite le type de dotation, si c'est une dotation volontaire, si c'est une dotation corrective, etc. Vous allez identifier le salarié et ensuite, vous allez pouvoir réaliser le versement par virement bancaire. Ce qui est bon à savoir, c'est que votre salarié peut également faire la demande lors de la validation de son dossier de formation directement sur son compte CPF. Voilà. Après, si vous avez toutes les questions, si vous avez des questions sur le compte personnel de formation d'un salarié en tant qu'employeur, votre interlocuteur, c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui aujourd'hui gère en fait ce compte CPF.
FNE Le FNE Formation. Alors, FNE Formation, c'est aussi un dispositif de financement qui permet de maintenir les salariés en emploi et de développer leurs compétences afin en fait d'accompagner au mieux les entreprises qui sont éligibles dans leur transition économique, numérique et ou agroalimentaire. En fait, il y a une réorientation du FNE formation qui avait été mis en place pendant la crise du Covid. Et en fait, depuis 2023, le FNE formation est orienté vers le financement de formations pour les entreprises qui font face aux grandes mutations suivantes. Donc, à savoir ce qu'on appelle la transition écologique. Ça, c'est vraiment l'accompagnement, par exemple, de la transition énergétique des modes de production, ou encore l'adaptation à l'épuisement des ressources, ou l'adaptation aux conséquences de la crise de l'énergie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la transition alimentaire et agricole, qui peut passer par l'adaptation des méthodes de production, le développement de l'agriculture biologique, ou encore la gestion des ressources alimentaires et la valorisation des déchets. Et ensuite, vous avez la transition numérique, qui est un soutien à la mise en œuvre de projets innovants ou qui nécessitent une forte technicité en matière numérique, ou encore l'accélération de l'hybridation des compétences qui est rendue nécessaire par la digitalisation. À chacun de ces axes, vous avez un ciblage prioritaire qui est effectué au bénéfice des formations qui favorisent 1. Le maintien dans l'emploi et 2. L'employabilité des seniors. Donc, il faut savoir aussi que le FNE Formation peut être mobilisé pour soutenir des besoins en formation qui sont liés à l'organisation de grands événements sportifs, comme par exemple la Coupe du Monde de rugby ou encore les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En fait, les actions, pour qu'elles puissent être financées, doivent être dispensées par un organisme de formation qui est certifié Calliope ou qui peuvent être réalisées directement par l'entreprise, donc en formation interne. Ce sont des actions qui peuvent être théoriques, pratiques, qui peuvent se faire en présentiel, en distanciel ou en situation de travail. Et ça concerne tous les salariés, sauf les salariés en alternance, les salariés pour lesquels est notifiée une rupture du contrat de travail, ou les salariés qui sont amenés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective, et pour lequel, évidemment, d'autres dispositifs existent. Donc, les coûts qui peuvent être pris en charge dans le cadre du FNE Formation comprennent les frais de personnel des formateurs, les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants, les coûts des services de conseil ou encore les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects. Et à titre d'indication, on vous a donné un peu une idée du pourcentage en fonction des tailles d'entreprise sur le taux de cofinancement public. Nous en avons terminé pour les dispositifs à l'initiative de l'employeur. On vous propose d'aborder ceux qui sont d'un commun accord. Et on va démarrer, si tu veux bien Marie, avec les contrats d'alternance. Bien sûr, donc on va commencer avec les contrats d'alternance. Donc on va vous présenter le contrat de professionnalisation et ensuite le contrat d'apprentissage. Donc en premier, le contrat de professionnalisation, donc il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale. On va pouvoir aussi viser les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH, ou ceux ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. Donc, on va plutôt viser des formations, des titres ou diplômes qui correspondent soit à des diplômes enregistrés au RNCP, reconnus par la Convention collective nationale de branche, ou ouvrant droit à un CQP de branche ou interbranche. Au niveau de la durée des types de contrats pour un contrat de professionnalisation, donc ça va varier en fonction du type de contrat. On va être 6 à 12 mois si c'est un CDD ou un CDI, de 24 à 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut, de la durée de formation envisagée. Et après, toute cette durée se calcule en référence à la durée du contrat. Et enfin, sur le côté financement, donc le contrat de professionnalisation est pris en charge par votre OPCO, avec une rémunération selon l'âge de l'alternance et de l'alternant et le niveau de qualification, de certification visé. Et à savoir qu'en ce moment, sous certaines conditions, les entreprises peuvent encore bénéficier des aides de l'État, donc des aides à l'empoche, elles sont toujours disponibles. Donc il y a 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € pour un alternant majeur, donc jusqu'à 29 ans révolus, préparant une certification jusqu'au niveau master.
Et votre interlocuteur, si vous avez des questions, reste votre OPCO. Je passe rapidement sur le contrat d'apprentissage puisque ces deux contrats, apprentissage et professionnalisation, se ressemblent fortement. On ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le contrat d'apprentissage ouvre sur des formations de l'enseignement secondaire avec la préparation, notamment la possibilité de pouvoir préparer des CAP, des bacs pro, des brevets professionnels. Et vous avez toujours aussi les aides à l'embauche, donc de 5 000 euros, de 8 000 euros pour ces deux contrats. Donc ces deux contrats, apprentissage et professionnalisation, c'est vraiment deux dispositifs qui permettent de former un salarié vraiment à l'image de son entreprise. Donc voilà, il y a des aides, donc il faut en profiter. Et là aussi, votre interlocuteur, si vous avez toute une question, c'est votre OPCO. Ensuite, il y a un autre contrat plutôt qu'on appelle une alternance interne. C'est la PROA. Carole, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Peut-être juste un petit complément par rapport au contrat d'alternance et peut-être pour faire la différence aussi avec les dispositifs qu'on a vus un tout petit peu en amont. Là, ce sont des contrats qui peuvent être intéressants pour l'employeur. Bon, vous l'avez vu parce que il y a quand même des aides financières qui sont significatives, mais aussi parce que ça permet d'aider au recrutement, notamment quand vous cherchez des collaborateurs qui sont pas forcément immédiatement opérationnels ou que vous avez besoin quelque part un petit peu de former aussi à la main et en fonction des contraintes, je dirais, que vous avez en interne. Donc, c'est vraiment deux contrats qui vous permettent de faciliter vos recrutements, mais aussi le développement de compétences de collaborateurs en interne. Et pour le collaborateur lui-même, ça permet aussi quelque part de pouvoir se former tout en étant en entreprise, mais aussi au sein d'un organisme de formation et de pouvoir mettre assez rapidement en pratique ce qu'on peut apprendre de façon théorique et du coup de devenir assez rapidement opérationnel. Voilà. Donc, c'est un peu des dispositifs qui sont quand même différents du FNE formation, du plan de développement des compétences qui vont concerner peut-être des collaborateurs qui sont déjà en activité. Idem pour la dotation volontaire. Là, ça peut être intéressant aussi quand vous avez besoin de recruter tout simplement aussi des profils que vous ne trouvez pas sur le marché du travail et de les former à l'image ou aux compétences dont vous avez besoin. Concernant en fait Pro A, là c'est pareil, on est à nouveau dans un dispositif qui répond à deux besoins. Le premier, c'est de prévenir les conséquences qui sont dues aux mutations technologiques et économiques. Et le deuxième besoin, c'est de permettre aussi l'accès à une qualification quand l'activité, par exemple, est conditionnée par l'obtention d'un diplôme, d'une certification qui est accessible uniquement en emploi, c'est-à-dire notamment via la formation continue. En fait, Pro A, ça peut aussi venir s'inscrire en complément du plan de développement des compétences, le dispositif qu'on a vu tout à l'heure, et aussi du compte personnel de formation dont on a commencé à vous parler un petit peu et qu'on va vous reparler après parce que lui, c'est un dispositif qui est à l'initiative plutôt du salarié. Donc, Pro A, ça peut être mobilisé dans une optique d'évolution, de promotion professionnelle et aussi de reconversion professionnelle. Les salariés, en fait, qui sont visés par PROA, ce sont les salariés en CDI ou pareil en contrat unique d'insertion en CDI. Ça peut être aussi des sportifs et entraîneurs professionnels en CDD. Et ce qui est important, c'est que le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification qui est équivalent à une certification professionnelle enregistrée au RNCP. Alors, RNCP, en traduction, c'est le répertoire national de la certification professionnelle. Donc, c'est les répertoires qui recensent l'ensemble, en fait, des certifications professionnelles de grade de licence. Ça, c'est une condition importante. En termes de formation, donc, il faut forcément viser un diplôme ou un titre professionnel à finalité professionnelle qui est enregistré au RNCP, donc répertoire national de la certification professionnelle, ou encore un certificat de qualification professionnelle. On a bien conscience que le milieu de la formation comporte énormément d'abréviations, nous en sommes désolés, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. On a aussi une qualification, les formations qui donnent une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou encore la validation des acquis de l'expérience ou les certifications CLEA
dont on vous parlera un tout petit peu après. En termes de durée, nous sommes sur des formations qui peuvent durer de 6 à 12 mois en moyenne. Par contre, la durée peut être étendue, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui sont sur un deuxième cycle de l'enseignement secondaire non validé et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou pro. Là, on peut aller jusqu'à 36 mois. Ça peut être étendu aussi pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications qui prévues l'exige, donc selon les conventions de branche. Et là, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Avec une durée aussi minimale de 150 heures, et ça s'applique dans le cadre d'un projet de VAE ou de certification CLEA. Dans le cadre de la PROA, vous pouvez bien évidemment aussi solliciter l'OPCO pour financer ces actions de formation. Après, tout dépend de l'OPCO et tout dépend surtout des branches concernées. Aujourd'hui, vous avez 91 branches qui ont mis en place ce dispositif PROA, en tout cas qui le financent, on va dire ça comme ça. Donc, toutes les branches ne le financent pas. Tous les OPCO n'ont pas forcément le budget aussi pour financer la PROA. Donc, pour être tout à fait transparent, c'est un dispositif qui peine quand même aujourd'hui à fonctionner dans certains cas. Donc, l'interlocuteur, comme on a vu jusqu'à présent, à part pour les dotations, dans le cadre du CPF, ça reste l'OPCO. Si aujourd'hui vous avez des questions en tant qu'employeur, c'est vraiment votre interlocuteur privilégié sur ces sujets-là. Le dernier dispositif dont on voulait vous parler, qui est d'un commun accord avec l'employeur et le collaborateur, c'est un dispositif qui s'appelle Transition collective. Alors, c'est un dispositif qui a été créé en janvier 2021, qui en fait a pour, je dirais, philosophie de permettre à une entreprise qui se retrouverait dans une difficulté d'ordre économique de pouvoir se séparer d'un collaborateur pour que ce collaborateur puisse lui-même aller vers une entreprise qui, elle, peut avoir des besoins. C'est dans cette logique-là que Transition collective a été mis en place. Sur le papier, c'est super. La difficulté, c'est que dans la vraie vie, Transition collective, ça a un petit peu du mal quand même à fonctionner parce que c'est pas forcément évident pour une entreprise de parler des difficultés économiques qu'elle rencontre et du coup de mettre en place ce dispositif. Par contre, quand il est mis en place, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Donc, ça a été construit avec les partenaires sociaux. Et aujourd'hui, vous avez deux volets. Vous avez ce qu'on appelle Transition collective. Son petit nom privé, c'est Transco. Et sinon, vous avez Transco aussi, mais qui s'apparente au congé de mobilité et qui, là, est plutôt mobilisé dans le cadre d'un accord collectif. Voilà. Donc, si votre entreprise est impactée par des mutations structurelles, conjoncturelles, réglementaires, etc., qui ont un impact, en fait, sur les métiers de votre entreprise, à ce moment-là, vous avez la possibilité de mobiliser ou Transition collective ou Transco. Après, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si c'est Transition collective, il faut évidemment que cette difficulté concerne un métier aujourd'hui qui est considéré comme un métier en tension ou en évolution. Ça concerne les salariés qui sont en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire de plus de 6 mois. Et le congé mobilité, ça concerne plutôt les métiers qui sont mentionnés dans l'accord de rupture conventionnelle collective qu'on appelle le RCC ou encore le GEPP de l'entreprise et ça concerne les salariés qui sont par contre uniquement en CDI. Ce qui est important aussi à retenir dans le cadre de Transco, c'est qu'on est sur une base de volontariat. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas obliger un collaborateur aujourd'hui à partir sur un dispositif de transition collective. Et il faut forcément que le collaborateur parte sur une formation certifiante, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire inscrite au RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle, ou encore ce qu'on appelle le RS, c'est-à-dire le répertoire spécifique. Alors, ça peut être une formation complète qui peut, vous le voyez, aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures. Donc, c'est une prise en charge qui peut être quand même assez longue et assez importante. Et ça peut être aussi une formation sur des blocs de compétences, puisque de plus en plus les formations sont découpées aujourd'hui en blocs de compétences, mais qui doit mener obligatoirement vers une certification professionnelle. Et ça peut être aussi
financé sur le cadre de ce qu'on appelle une validation des acquis de l'expérience. Et dans tous les cas, en fait, le financement passe par Transition Pro, qui, on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, a changé de nom et qui représente les ex-FONGECIF. Voilà. Donc, la prise en charge des coûts pédagogiques et de la rémunération se fait par Transition Pro. C'est pour ça que ce dispositif-là, vous allez le monter en priorité avec Transition Pro, parce que c'est une fois que vous avez pu vous rapprocher de Transition Pro qu'après, il est possible d'organiser, par exemple, une réunion d'information avec Transition Pro, mais aussi avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, pour que les collaborateurs puissent rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et monter le projet qui va s'inscrire dans le cadre de transition collective. Donc, vous, en tant qu'employeur, l'interlocuteur reste Transition Pro, c'est le premier interlocuteur qu'il va falloir mobiliser pour que vous puissiez utiliser ce dispositif. Alors, nous en avons terminé sur les dispositifs d'un commun accord avec les salariés et nous allons maintenant passer aux dispositifs qui sont à l'initiative du salarié. On va commencer par le compte personnel de formation. Tu veux bien nous en parler, Marie? Oui, alors je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc le compte personnel de formation, donc c'est vraiment un compte qui est à la main de votre salarié. C'est un compte personnel, comme son nom l'indique. C'est vraiment personnel à votre salarié. Lui seul peut décider de son utilisation. Donc voilà, on en a bien entendu parler. Et donc le CPF, il peut avoir différents abondements. Donc par abondement, on entend argent supplémentaire en fait, tout simplement. Donc ces abondements, ils peuvent être différents, ils peuvent être liés par des dispositifs. Donc si votre salarié il est dans une situation où il est sur un métier dit pénible, il a un compte professionnel de prévention où il a des points pénibilité dessus. Donc ça peut venir agrémenter son CPF déjà existant. Il peut y avoir des abondements au niveau s'il y a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc là, il y a certains critères à voir, à travailler avec ou à se renseigner auprès de la Caisse des dépôts ou un conseiller en évolution professionnelle. Et enfin, le troisième abondement qu'on peut avoir sur le côté dispositif, c'est si votre salarié a des actions de bénévolat en parallèle de sa vie professionnelle, il peut les valoriser sur le compte d'engagement citoyen et donc avoir cet argent supplémentaire. Deuxième type de dotation qu'il peut y avoir, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc on va avoir tout ce qui est dotation employeur. Donc ces dotations, elles peuvent être volontaires, comme on l'a vu tout à l'heure, vous acceptez de cofinancer avec votre salarié une certaine formation. Vous allez avoir des dotations obligatoires pour les salariés licenciés, vous allez avoir des droits correctifs, si éventuellement vous ne faites pas les entretiens professionnels pendant quelques années, ça peut déclencher des droits correctifs. Ou ensuite, vous pouvez avoir des droits supplémentaires. Troisième type d'abondement qu'on peut avoir, c'est des abondements qu'on appelle de co-construction. Donc là, on va parler plutôt des abondements de Pôle emploi, de la région, de l'OPCO ou de l'État. Mais tout ça, c'est vraiment en fonction de certains critères tels que le statut, l'âge, la région d'habitation, la formation visée. Donc ça, tout ça se travaille au cas par cas. Donc le compte personnel de formation, c'est un compte qui est personnel à votre salarié, qui est accessible dès l'entrée dans la vie active et il est alimenté automatiquement chaque année, donc de minimum 500 € pour les salariés de droit privé et les travailleurs non salariés, avec un plafond donc de 5 000 €. Si au bout de 10 ans, votre salarié n'a pas utilisé son compte personnel de formation, son compte sera bloqué puisqu'il sera arrivé aux 5 000 €. Donc, d'où l'intérêt d'en profiter et de l'utiliser régulièrement. Le compte CPF peut être alimenté de 800 € pour les salariés du privé ayant un niveau inférieur au bac ou en situation de handicap. C'est une majoration de 300 €. Et pour les agents de la fonction publique, on va être sur un crédit d'heure. Et là, on est sur 25 heures par an. 25 heures. Ensuite, sur le CPF, on va retrouver différentes formations et dispositifs. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes les formations certifiantes, qualifiantes, donc inscrites au répertoire national de la certification professionnelle et au répertoire spécifique. Vous allez pouvoir trouver de la validation des blocs de compétences, du certificat CLEA, on va vous en parler juste après.
Vous allez avoir tout ce qui est accompagnement à la création, reprise d'entreprise, des formations liées à des missions de bénévolat, du bilan de compétences. Vous allez pouvoir financer aussi des permis B ou permis poids lourds, tout ce qui est VAE, etc. Voilà, un bon nombre de dispositifs présents sur le CPF. Je ne sais pas la suite. Alors, la suite, c'est le projet de transition professionnelle. Contrairement au compte personnel de formation, vous avez compris que c'est un compte qui appartient, entre guillemets, au collaborateur et donc qui va pouvoir le mobiliser à sa guise, si je puis dire. Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui permet de financer donc une formation dans le but d'une reconversion professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui est mobilisé par le collaborateur, mais qui est quand même soumis à partir du moment où il risque de devoir s'absenter de son poste de travail pour se former, il est soumis à votre autorisation en matière d'absence, sauf si la formation se fait hors temps de travail. Par contre, si elle le fait sur le temps de travail, il va falloir qu'il vous demande l'autorisation. Vous n'avez pas forcément le droit de refuser, mais par contre, vous pouvez reporter la demande d'autorisation qui vous sera faite de 9 mois maximum si jamais vous avez ce type de demande. Donc, le projet de transition professionnelle permet de financer une formation certifiante, soit éligible au CPF, soit inscrite au répertoire national de la certification professionnelle ou répertoire spécifique. Il s'adresse à des salariés qui sont en CDI, CDD, intermittents, intérimaires, tout ça sous certaines conditions d'ancienneté dans lesquelles nous vous ferons grâce de rentrer cet après-midi parce que déjà qu'on a beaucoup de dispositifs à voir, si on rentre dans le détail de tout ça, autant vous dire qu'on va vous perdre. Mais en tout cas, on est là pour vous renseigner bien sûr le cas échéant. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand un collaborateur mobilise le projet de transition professionnelle, son CPF est entièrement mobilisé, c'est-à-dire qu'il revient à zéro. Par contre, si son CPF est à zéro, il peut quand même mobiliser le projet de transition professionnelle. Il n'y a pas d'obligation à avoir un certain montant sur le CPF pour pouvoir mobiliser le projet de transition professionnelle. Et donc, on peut financer dans le cadre du PTP des formations qui se déroulent sur le temps de travail ou hors temps de travail. En termes de durée, on est quand même sur… Alors ça dépend un petit peu des régions, mais c'est vrai que les budgets sont pas non plus extensibles et du coup, il y a quand même une priorité qui est donnée aux formations de maximum 1 an, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de demandes supérieures à 1 an, mais après, ça peut ne pas être forcément prioritaire. Voilà. Il y a tout un dossier à monter qui est pas un dossier, c'est pas une simple formalité administrative. Il y a notamment un gros travail d'argumentaire à faire sur le projet professionnel, puisque si la demande est financée, et si elle est financée, elle le sera par Transition Pro, donc ex-FONGECIF. Si la demande est financée, les coûts pédagogiques et la rémunération est prise en charge par Transition Pro. Et les demandes peuvent monter en moyenne quand même jusqu'à environ 30 000 €. Donc, c'est quand même un budget qui peut être conséquent. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de formalisation sur le projet professionnel qui est à faire. Et c'est pour ça que la plupart du temps, le rôle du conseil en évolution professionnelle pour le collaborateur est très important parce que ça permet de travailler justement le projet et l'argumentaire projet. Ce qui est important aussi, c'est que le collaborateur reste salarié. Si vous lui autorisez l'absence, il va partir en congé formation, si la formation se déroule sur le temps de travail, toujours, mais il reste salarié de l'entreprise et il est censé pouvoir revenir dans l'entreprise à l'issue du projet de transition professionnelle. L'objectif n'étant a priori pas qu'il y reste, puisqu'on est plutôt sur des projets de reconversion. Alors, ça peut être de la reconversion interne, mais c'est aussi de la reconversion externe. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a quand même un pourcentage important de bénéficiaires qui concrétisent leur projet, puisque vous voyez, 81% des bénéficiaires du PTP ont réalisé leur projet ou poursuivent leur parcours 6 mois après la fin de la formation. Donc, c'est quand même un dispositif qui est intéressant. Et voilà, je crois que sur le PTP, j'en ai déjà dit pas mal. Je vous propose qu'on parle du dispositif d'émission reconversion maintenant.
Alors, le dispositif donc d'émission reconversion, là, on n'est pas sur un dispositif, on est sur un dispositif un peu différent puisqu'on n'est pas sur un dispositif de financement à proprement parler. On est sur un dispositif vraiment d'accès à la formation. Et donc, il permet ce dispositif, si l'un de vos collaborateurs souhaite engager une reconversion ou une création d'entreprise, il peut démissionner et percevoir l'allocation chômage sous certaines conditions. Donc, ça peut paraître un petit peu fou dit comme ça, mais ce dispositif, il a des critères d'éligibilité vraiment très stricts. Il faut avoir 5 ans d'activité continue. Et quand on dit continue, c'est continu. Il n'y aurait ne serait-ce qu'un seul jour entre 2 petits contrats parce que vous avez voulu prendre un jour de repos pour souffler après votre emploi et la continuité n'y est plus. Donc, il faut vraiment 5 ans d'activité continue. Il faut être en CDI à temps complet ou à temps partiel et il faut être issu d'un employeur du privé. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, c'est aussi une démarche qui est assez stricte, entre guillemets. Donc, il ne faut pas avoir démarré la formation ni avoir créé ou repris son entreprise avant d'avoir sollicité obligatoirement un conseiller en évolution professionnelle avec qui un dossier est constitué. C'est vraiment l'étape obligatoire. Le conseiller en évolution professionnelle est l'étape obligatoire pour tout dispositif démissionnaire. Ensemble, on va travailler l'éligibilité. On va vérifier que vous êtes bien éligible parce que si vous n'êtes pas éligible, il faut surtout pas démissionner avant d'avoir vérifié ce critère. On va vérifier le choix du dispositif. On va vérifier la pertinence du parcours de formation, la cohérence du projet, les financements, la préformation, les perspectives d'emploi. Donc, on constitue ce dossier ensemble qu'on va déposer sur l'espace personnel donc de Transition Pro, sur votre espace personnel de Transition Pro, vous accompagne. Et ensuite, la commission de Transition Pro, elle va se prononcer uniquement sur le caractère réel et sérieux du projet. Donc, ils vont pas engager de financement, mais ils vont simplement dire est-ce que oui ou non, le projet est viable et est-ce qu'il est, ils vont vérifier le caractère réel et sérieux. Et c'est seulement à ce moment-là, si il y a accord de la commission de Transition Pro, que le salarié peut démissionner et s'inscrire à Pôle emploi. Le salarié ne doit donc ni avoir repris une formation, ni avoir démarré une formation, ni avoir créé ou repris une entreprise, ou avoir démissionné vraiment avant d'avoir pris rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc c'est assez strict, entre guillemets. Mais voilà, c'est la démarche aujourd'hui. Et ce qu'il faut prendre bien en compte pour les salariés qui veulent faire ce dispositif, c'est qu'il y a quand même un changement de statut et avec tout ce que ça implique. Donc, le collaborateur passe du statut salarié à demandeur d'emploi, donc il perd ses avantages de salarié. Il gagne aussi celui de demandeur d'emploi puisqu'il va pouvoir bénéficier de tous les accompagnements de Pôle emploi. Mais voilà, il y a quand même ce changement de statut qu'il faut prendre en compte. C'est pas négligeable. C'est un dispositif exigeant, qui a une démarche stricte. En tant qu'employeur, si vous avez des questions à ce sujet, votre interlocuteur sera Transition Pro. Et si les salariés, par contre, ont des questions, à ce moment-là, on les invite à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, où là, on va pouvoir leur expliquer toute la démarche, on va pouvoir vérifier une première fois s'ils sont éligibles ou pas, et voilà, discuter un petit peu avec eux. Merci Marie. On en arrive aux 3 derniers dispositifs et après on passera au service du conseil en évolution professionnelle. Les 3 derniers là qu'on va vous proposer, ils sont un petit peu différents des autres. Vous avez notamment la validation des acquis d'expérience. On souhaitait quand même vous en parler parce que en tant qu'employeur, vous pouvez avoir des collaborateurs aujourd'hui qui envisagent de se lancer dans cette option, ou même vous, en tant qu'employeur, vous pouvez être amené à privilégier, on va dire, cette action de formation, puisque la VAE est considérée aussi comme une action de formation, sachant que la VAE est en pleine réforme. Donc, c'est pour ça que dans la slide que vous avez à l'écran, aujourd'hui, on a la possibilité toujours d'engager une validation des acquis à partir du moment où on est engagé dans la vie active et à partir du moment où on peut justifier au moins d'1 an d'expérience. Mais il y a 2 systèmes qui coexistent en fait, puisqu'on est dans le cadre de cette réforme. Il y a des expérimentations qui sont menées et notamment par rapport à cette réforme, cette obligation d'avoir au moins 1 an d'expérience est levée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une personne qui n'a pas 1 an d'expérience va pouvoir engager une démarche de validation des acquis de l'expérience.
L'objectif de cette réforme, c'est de toute façon de simplifier l'accès à la validation des acquis, parce qu'on s'est rendu compte que c'était parfois lourd, c'était parfois long, que ça soit dans le montage du dossier qui permet d'aller jusqu'à la certification ou encore le passage devant le jury. Parfois, il y avait un délai assez long entre le moment où vous commenciez à monter le dossier de VAE et le moment où vous passez devant le jury. Et du coup, l'objectif de cette réforme, c'est de réduire ce délai, de simplifier l'accès à la VAE et d'en faire vraiment une vraie option d'acquisition d'une certification. Parce que l'objectif de la VAE, c'est ça, c'est d'acquérir une certification différemment qu'en allant se former pour, mais bien parce qu'on a l'expérience qui permet d'avoir les connaissances au même titre que si on s'était formé pour ça. C'est bien ça l'objectif de la validation des acquis d'expérience. En termes de financement, vous avez aujourd'hui le compte personnel de formation qui peut venir financer la validation des acquis. Vous pouvez aussi, en tant qu'employeur, financer un parcours de VAE via le plan de développement de compétences ou PROA qu'on vous a présenté. Et vous avez Transition Pro qui peut aussi venir financer la validation des acquis de l'expérience. Vous avez aussi les financements possibles maintenant sur un nombre de diplômes bien spécifiques, sur des diplômes bien spécifiques que vous retrouvez sur le site de France VAE, là, que vous avez à l'écran, qui est vae.gouv.fr. Vous pouvez retrouver les 200 certifications de France VAE pour lesquelles vous avez un financement qui est aussi autre que les 3 financeurs dont on vient de vous parler, et qui va amener à mobiliser aussi ce qu'on appelle un architecte de parcours. L'architecte de parcours est la personne qui va aider le collaborateur en fait à monter le dossier de validation des acquis, au même titre que le conseil en évolution professionnelle va pouvoir aider au repérage de la certification qui peut être la plus adaptée et au projet professionnel lui-même et à savoir si la VAE est le dispositif qui peut être le plus adapté. Voilà. Donc, il y a un travail évidemment complémentaire entre le conseil en évolution professionnelle et l'architecte de parcours. Cléa. Alors, Cléa, on vous en a parlé plusieurs fois et c'est pas à moi d'en parler, c'est à Marie. C'est pas grave, tu peux le faire. Donc, on va parler de Cléa, donc qui est un dispositif que vous pouvez initier pour votre salarié, voilà, pour valoriser les compétences de votre salarié. Donc, Cléa, c'est un certificat qui atteste que votre salarié possède les 7 compétences de base pour tout emploi, à savoir communiquer en français, réaliser des calculs, maîtriser les outils informatiques, savoir travailler en équipe, être autonome, etc. Donc, ces 7 compétences de base, on va les évaluer, entre guillemets. Donc, c'est plutôt à destination des salariés peu ou pas qualifiés, mais qui possèdent des compétences de base et une expérience professionnelle. Comment on obtient le certificat? Donc, il y a 3 étapes. Si un organisme identifie avec eux leurs forces et faiblesses sur les 7 domaines du socle de connaissances et de compétences professionnelles, donc celles que je viens de vous dire, être autonome, savoir travailler en équipe, etc. Si tout est coché, votre salarié présente directement son dossier à un jury au sein de Transition Pro. Et sinon, au besoin, l'organisme identifie le parcours de formation nécessaire pour obtenir les compétences manquantes avant la présentation au jury. Donc, Cléa, c'est vraiment un plus sur le CV. C'est pour valoriser certaines compétences de base des salariés, plutôt pour les salariés qui sont peu ou pas qualifiés. Voilà, ça vient renforcer leur candidature. Et en tant qu'employeur, si vous avez des questions, votre interlocuteur reste Transition Pro. Et on va passer au dernier, si tu n'as rien à ajouter, Carole, on va passer au dernier dispositif, le bilan de compétences. Le bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences, c'est pareil. C'est un dispositif qui est plus dans l'idée c'est un levier en tant qu'entreprise pour développer aussi l'évolution professionnelle et les compétences de vos collaborateurs. Même si il ne sert pas à financer une formation, etc., il permet quand même à un collaborateur de pouvoir faire le point sur ses compétences à la fois personnelles et professionnelles, mais aussi de définir éventuellement un projet
professionnel qui n'est pas forcément un projet de reconversion, d'ailleurs. Ça peut être un projet d'évolution, ça peut être un projet d'acquisition d'une certification, de développement des compétences. Donc, ça permet en fait de définir un projet et puis derrière de se préparer peut-être aussi si justement le collaborateur souhaite évoluer ou que vous-même vous avez des intentions d'évolution du collaborateur en question, ça peut permettre de travailler en étroite collaboration sur ce qui va être possible de faire, sur éventuellement s'il y a des lacunes, s'il faut combler ces lacunes ou si au contraire il n'y a que des atouts. Voilà. Donc les financements possibles pour du bilan de compétences, c'est le compte personnel de formation. Ça peut être le plan de développement des compétences ou ça peut être aussi le collaborateur qui se finance personnellement un bilan de compétences, sachant que le bilan de compétences dure maximum 24 heures, mais c'est une prestation qui peut être modulable. Donc, en fait, il y a un premier entretien qui est fait avec l'organisme de bilan que choisit le collaborateur qui permet de déterminer justement quelle est la durée finalement dont avoir réellement besoin le collaborateur. Donc, c'est une prestation qui peut être faite sur mesure en fonction du besoin du collaborateur. Nous en avons terminé avec les dispositifs. On a bien conscience que ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de dispositifs et que c'est pas forcément évident peut-être pour vous encore aujourd'hui de faire la différence entre plutôt ci, plutôt ça. Et c'est bien pour ça qu'existe aussi le conseil en évolution professionnelle. Marie, je te laisse la main. Ouais. Donc, le conseil en évolution professionnelle, donc on va vous donner la définition un petit peu barbare du conseil en évolution professionnelle qui constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Ce qu'il faut en retenir, c'est que vraiment les conseillers sont là pour accompagner tous les salariés, puisque c'est bien un dispositif qui est à destination et à l'initiative des salariés. On les accompagne dans toutes leurs questions un petit peu boulot. On va revoir après les objectifs du conseil en évolution professionnelle, mais voilà, on est des accompagnateurs, on les accompagne dans toutes leurs questions. C'est un service public, donc il est totalement gratuit et peu importe le nombre de fois où vous le sollicitez. C'est un service qui est confidentiel et neutre. Tout ce qui est dit dans le rendez-vous entre le salarié et le conseiller reste dans les rendez-vous. Le salarié n'a pas à vous informer de sa démarche, du fait qu'il soit allé voir un conseiller en évolution professionnelle. Ça reste totalement confidentiel et nous, les conseillers n'informent pas les employeurs de la démarche du salarié. C'est un service accessible et totalement impartial. À qui ça s'adresse? Donc, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, mais il y a aujourd'hui différents opérateurs qui délivrent le service du conseil en évolution professionnelle. Et le choix de l'interlocuteur, il va se faire en fonction du statut de la personne qui demande le rendez-vous. Donc, si c'est un salarié du secteur privé ou un travailleur indépendant, mais il va pouvoir être accompagné par l'un des opérateurs régionaux que vous voyez à l'écran, donc que ce soit Groupement Évolution, Réseau EVA, BGE, Antea, Axis ou Retravailler en fonction de sa zone géographique en fait. Si c'est un salarié cadre, leurs conseillers en évolution professionnelle sont les conseillers de l'APEC. Si c'est un demandeur d'emploi, à ce moment-là, le conseil en évolution professionnelle sera fait par les conseillers de Pôle emploi. Pour tous les jeunes de moins de 26 ans, leur interlocuteur, ce sera les missions locales. Et enfin, pour toutes les personnes en situation de handicap, on va plutôt être sur Cap Emploi. Sachant que on travaille en collaboration, évidemment, les uns avec les autres. Donc, si vous retenez pas forcément que votre interlocuteur, c'est Pôle emploi et que vous appelez le réseau EVA ou l'APEC, on sera bien évidemment en mesure aussi, soit de vous aider, nous directement, soit de vous réorienter vers l'opérateur qui vous concerne le mieux, puisque évidemment on a tous développé une offre de service commune autour du CEP, mais on a aussi des spécificités qui font que parfois il est préférable que vous soyez accompagné par un autre opérateur parce que il a une offre de service qui est plus compatible avec votre besoin. Et concernant justement l'offre de service des salariés et des indépendants, aujourd'hui, vous pouvez solliciter le CEP dès que vous avez un besoin, une question, une stratégie, une réflexion à mener sur l'évolution professionnelle, le développement de vos compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activité, l'acquisition d'un diplôme, d'une certification professionnelle ou tout simplement aussi besoin ou envie de mobilité interne ou externe.
Donc, vous voyez que le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui vraiment brosse une amplitude assez large en termes de services. Et on peut vous proposer un entretien ponctuel parce que tout simplement, ça répond à votre demande. Vous avez besoin d'une information. Dans les questions, j'ai vu qu'il y avait par exemple, comment je peux mobiliser mon compte personnel de formation? Ça, très clairement, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour ça et on sera en mesure de pouvoir vous répondre et voire même de vous accompagner sur la mobilisation de votre CPF. Après, vous pouvez avoir des besoins qui nécessitent, comme on l'a vu tout à l'heure, des montages financiers. On a parlé du PTP, on a parlé du démissionnaire, on a parlé aussi du plan de développement des compétences, on a parlé du FNE formation. C'est des dispositifs qui parfois peuvent être mixés, mais c'est des dispositifs qui parfois ne le sont pas. Et donc, dans certaines situations, il faut savoir quel est le dispositif qui va être le plus adapté au regard du collaborateur. C'est pour ça qu'on vous disait que l'employeur, vous allez plutôt en tant qu'employeur vous adresser aux structures comme les OPCO, comme Transition Pro, comme la Caisse des dépôts, etc. Par contre, vous pouvez aussi tout à fait proposer à vos collaborateurs de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui va être à même d'accompagner le collaborateur dans le cadre justement de son projet, mais aussi des dispositifs qui vont être les plus judicieux à mobiliser, ou encore pour être aidé dans la préparation de son entretien professionnel, ou encore pour être aidé dans la découverte des métiers, ou encore du marché de l'emploi. Nous, on a souvent des personnes qui viennent nous voir qui nous disent je réfléchis à un éventuel changement. C'est pas forcément d'ailleurs une reconversion professionnelle, ça peut être un simple développement de mes compétences. Mais par contre, je ne sais pas du tout vers quoi aller. J'ai pas forcément une vision précise des métiers de demain, des compétences dont on va avoir besoin. Et ça peut faire partie aussi des sujets qu'on peut aborder à court terme ou sur plusieurs entretiens, puisque l'accompagnement peut aller jusqu'à 12 mois. Et surtout, il est itératif. C'est-à-dire que le collaborateur peut faire des allers-retours. À un moment donné, il peut très bien solliciter le CEP, décider qu'on n'a plus besoin pour une X ou Y raison. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de faire des démarches complémentaires. Et puis, il décide de solliciter à nouveau le conseiller 3 mois, 4 mois, 5 mois après. Ça, c'est tout à fait possible. Comme il peut décider de le mobiliser plusieurs fois dans une vie professionnelle. L'avantage avec le conseil en évolution professionnelle, c'est que vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec une amplitude horaire qui est aussi adaptée à votre situation de salarié ou d'indépendant. C'est-à-dire qu'on a des ouvertures qui vont de 8h jusqu'à 20h. On peut aussi vous recevoir le samedi matin et on a une multimodalité en termes de rendez-vous. C'est-à-dire on peut vous recevoir en présentiel si vous le souhaitez ou en distanciel si c'est préférable pour vous, par visio, par téléphone, etc. Donc c'est vraiment un travail d'adaptabilité avec un maillage territorial qui est très important et qui est national et avec une adaptabilité, ça je l'ai déjà dit, et une co-construction, voilà, en termes de parcours. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, vous avez le site internet www.mon-cep.org. Vous avez un numéro de téléphone aussi, je ne sais pas, vous ne voyez pas là d'ailleurs, que vous pouvez tout à fait contacter pour justement prendre rendez-vous. Et si vous voulez donc en tant qu'employeur prendre rendez-vous avec un chargé de partenariat, vous avez ici l'ensemble des coordonnées de tous les contacts en fonction des régions sur lesquelles le CEP est délivré à destination des salariés et des indépendants. Je crois que nous sommes arrivés au bout. Nous vous remercions pour votre écoute et peut-être que nous pouvons répondre aux questions s'il y en a. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Je te laisse identifier. Je laisse peut-être juste la slide d'avant pour que les gens puissent prendre les coordonnées si des fois. Est-ce que Chloé, tu veux intervenir? C'est bon, moi j'ai répondu à ce que je pouvais répondre et du coup il y a plusieurs questions en attente. Tu peux mettre trier par non répondu pour identifier de suite celles auxquelles j'ai pas apporté de réponse. Trier par non répondu. Alors, puis-je solliciter un autre CEP si souci avec celui qui me suit? Mais bien sûr, c'est tout à fait possible. La grosse valeur ajoutée du CEP, c'est que vous avez un référent unique. L'idée, c'est pas que vous soyez obligé de répéter à chaque fois que vous venez voir un conseiller la même chose. Mais si vous avez un problème avec un CEP
ou même si vous avez, pour des raisons géographiques, besoin d'être suivi par être accompagné par un conseiller plus proche, c'est tout à fait possible. Marie-Carole, peut-on ajouter sur LinkedIn, je suis en formation chez CEP Open Campus et je suis sur Grasse. Peut-on vous ajouter sur LinkedIn? Eh bien oui, si vous voulez, Chris, il n'y a pas de problème avec ça. Quelles sont les différences les plus importantes entre le contrat d'apprentissage et le contrat pro? Marie, je te laisse peut-être répondre à cette question. Oui, ben, on a déjà vu, donc il y a forcément l'âge qui est différent. Après, on a les formations, les types de formations visées qui peuvent être différents. Après, au niveau de l'employeur, vous avez aussi la rémunération qui peut être différente. Donc, on est sur un niveau de rémunération entre 27 et 100% du SMIC pour un contrat d'apprentissage, et on va être plutôt sur 55 et 100% du SMIC pour un contrat pro. Voilà, il y a quelques différences comme ça. Après, on est principalement sur le type de formation, l'âge du bénéficiaire. C'est les différences notables, on va dire. Merci Marie. Alors, je continue. Que valorise-t-on exactement dans le compte engagement citoyen? Alors, Les actions. Ouais, vas-y, je t'en prie, Marie. Non, les actions de bénévolat. Après, voilà, il faut que votre entreprise, votre association, elle réponde à 2 critères précis. Donc ça, doit être déclaré depuis au moins 3 ans et avoir un objet social, éducatif, scientifique, humanitaire, philanthropique, sportif, familial, etc. Et voilà, vous devez être dans l'organe d'administration ou de direction, ou vous participez à l'encadrement d'autres bénévoles. Voilà, vous avez certains critères. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a aussi le site service public qui donne pas mal d'informations. Voilà. Merci Marie. Quel est l'intérêt de la démission pour reconversion par rapport au PTP? En fait, c'est 2 dispositifs complètement différents. C'est-à-dire que la démission, vous changez de statut, vous passez d'un statut de salarié à un statut de demandeur d'emploi, ce qui est quand même pas rien, et vous démissionnez. Alors certes, pour mettre en œuvre un autre projet ou pour créer une entreprise, etc. Mais vous démissionnez. Le PTP, c'est un congé formation qui vous permet de financer une formation dans le but d'une reconversion. Donc vous changez pas de statut. Tant que vous êtes en congé formation, vous êtes toujours salarié de l'entreprise. Donc, c'est vraiment pas du tout le même objectif de mobilisation. Du coup, reconversion interne, l'employeur privilégiera le PROA. Reconversion externe, il privilégiera le PTP. Oui, ça peut être une façon de résumer la situation. Ça peut être une façon de résumer. Après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que c'est important à la fois de se rapprocher de l'employeur, de l'OPCO et du coup du CEP. Comme ça permet de voir dans quel cas il est plus pertinent de mobiliser un dispositif plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui est considéré comme formation ou non? Formation sur 6 ans. Droit correctif. Alors, j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre la question. Je suis désolée. Peut-être, Marie, tu la comprends. Non, je suis désolée aussi. Peut-être, Laurence, si vous voulez bien préciser la question. Et en attendant, on passe à une autre. La proie est à l'initiative de l'employé pour évoluer dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Alors, c'est pas à l'initiative de l'employé, hein, c'est à l'initiative des deux, hein, c'est-à-dire de l'employé et de l'entreprise. Et après, on est quand même majoritairement dans une reconversion dans l'entreprise actuelle, mais ça peut être dans une autre entreprise aussi. Dans proie, qu'est-ce que signifie le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification équivalent à une certification? C'est par rapport à la licence. En fait, il faut que ça soit un niveau inférieur à une licence. Comment négocier un PROA pour un salarié CDI dont le niveau est infra-licence? Ah bah venez nous voir. Venez voir un courtier en évolution professionnelle, il va vous expliquer comment faire. Dans le cas d'une reconversion, l'employeur ne va-t-il pas privilégier le PTP plutôt que PROA? Il y a des chances, mais après c'est pareil, ça se discute, ça se négocie, faut voir. Ça dépend après si l'employeur a un intérêt ou pas. Ça c'est vraiment le rôle du CEP, justement de voir quel est ce qui peut être le plus pertinent au regard de la situation. Est la formation en période de chômage, après avoir choisi une formation sur CPF, les frais d'inscription sont-ils aidés par Pôle emploi? Alors, si vous mobilisez votre CPF en tant que demandeur d'emploi, je ne suis pas sûre que Pôle emploi participe aux frais d'inscription, mais
Là, il faudrait voir directement avec Pôle emploi. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Personnellement, je suis désolée. Est-ce que j'ai oublié des choses? Alors, moi, je ne vois pas d'autres. Il y en a 2 qui se sont ajoutés au début. Alors, actuellement demandeur d'emploi, je suis intégrée dans dispositif actif projet de Pôle emploi ainsi que suivi par un conseiller. Qu'est-ce que le CEP à travers tous ces... Ah bah, vous êtes dedans, Florène. Hein. Si vous êtes déjà accompagné par Pôle emploi et en plus par un conseiller APEC, vous faites déjà du conseil en évolution professionnelle sans le vouloir. Donc, le CEP, Pôle emploi et l'APEC font. Donc, vous faites. Avez-vous abordé la rupture conventionnelle? Alors non, vous avez raison Bruno, on aurait pu aborder la rupture conventionnelle. C'est aussi un dispositif que l'employeur peut tout à fait mobiliser avec le collaborateur ou que le collaborateur peut demander à l'employeur. Et dans ces cas-là, ça peut parfois substituer à la mobilisation d'un dispositif démissionnaire, par exemple. Donc c'est une possibilité aussi, en effet. Et on n'a pas fait exprès, il est 16h pile, je vous assure qu'on ne s'est pas chronométré. Ah, il y en a une autre. CEP renouvelable après 4 entretiens. Bien sûr, CEP renouvelable tout au long de sa vie jusqu'à sa retraite. Voilà. Je pense qu'on va vous quitter. Parce que je sais qu'il y a peut-être d'autres webinaires qui enchaînent aussi derrière. Merci encore pour votre participation active et n'hésitez pas à venir nous rencontrer si besoin ou encore à solliciter les autres acteurs dont on vous a parlé, les OPCO, Transition Pro, Caisse des dépôts, etc. On est là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie, merci Chloé. Merci, bonne journée.